Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de Joseph Haydn et c'est vraiment la naissance officielle du style classique viennois. Un des courants les plus importants de l'histoire de la musique et un mouvement de clarification puis de mise en forme d'une esthétique musicale qui est absolument incontournable même dans l'histoire du génie humain. Haydn est un petit peu, comment dire, son étoile est éclipsée par celle de Mozart et Beethoven qui sont ses successeurs immédiats. Peut-être parce qu'il n'a jamais composé d'œuvre qui est devenue presque un mime, comme Für Elise ou la sonate Clair de Lune ou ainsi de suite. Il est moins connu que Mozart et Beethoven, mais sur le plan de l'évolution du style, sur le plan de l'évolution du langage, sur le plan de la mise en place de nouvelles façons de concevoir et d'organiser la musique, je crois que Haydn est un des compositeurs les plus importants de l'histoire de la musique occidentale. En quelque part, si Beethoven est allé aussi loin, pour paraphraser un peu ce que disait Einstein par rapport à Newton, c'est que Beethoven était debout sur les épaules de Haydn, donc il a pu voir encore plus loin. Mais c'est un peu comme ça qu'il faut envisager Haydn, comme vraiment le défricheur, comme celui qui va mettre en place les bases d'un style, d'une esthétique, les formes du style classique viennois. Haydn représente le cas extrêmement rare d'un compositeur qui n'est pas un enfant prodige à la Mozart, qui n'est pas quelqu'un de évidemment surdoué très tôt dans sa carrière. Il est au contraire un compositeur à maturation lente. Il va très progressivement évoluer et s'intéresser à tout ce qui se fait autour de lui, tout ce sur quoi il est capable de mettre les mains, de tendre l'oreille. Et il va peu à peu synthétiser des éléments de différents courants pour créer quelque chose d'absolument neuf, d'absolument original, et dont les conséquences vont être incommensurables sur l'histoire de la musique. En gros, Haydn est celui qui va faire la synthèse des styles galants et sensibles. Chaque style avait ses forces et ses faiblesses, et Haydn va utiliser les forces de un pour pallier aux faiblesses de l'autre. Le style galant était extrêmement clair, extrêmement logique, extrêmement structuré, reflétait tout à fait ce goût du 18e siècle pour la clarté, l'équilibre, la symétrie, l'économie des moyens. Obéissait tout à fait à ce souci très 18e siècle de voir dans la musique l'art de rendre les sons agréables à l'oreille, mais produisait parfois, disons, des œuvres un peu superficielles. On a de la misère en écoutant des œuvres de style galant à se sentir émotionnellement interpellé par ce qui se passe au niveau de la musique. C'est très habile, c'est très bien écrit, c'est très adroit, c'est plein de gammes puis d'arpèges qui montent, qui descendent, mais en quelque part, on sent qu'il y a une espèce de connexion émotive avec la musique qu'on aimerait ressentir, puis qu'on ne ressent pas nécessairement. Donc il y a peut-être un côté un peu froid ou superficiel dans la plupart des œuvres du style galant. Le style sensible, c'est un peu le contraire. C'est un style extrêmement expressif, extrêmement subjectif, qui donne toute la place à l'imagination, mais dans lequel on sent parfois que les idées musicales sont structurées d'une façon un peu chaotique ou subjective ou aléatoire. On a l'impression, surtout dans un contexte de 18e siècle, que le style sensible manque un peu de clarté et de rigueur. Donc Haydn va combiner le souci très équilibré, très formaliste du style galant, avec aussi cette idée de rendre les sons agréables à l'oreille, mais il va leur insuffler une bonne dose de cet esprit du style sensible, de cet esprit de l'Empfindsamkeit, de voir un petit peu dans la musique le reflet de la sensibilité et des émotions du musicien et le reflet de son caractère unique. On va commencer à vouloir faire en sorte que chaque œuvre soit différente des autres. C'est peut-être le plus grand héritage du style sensible, cette subjectivisation progressive de l'art qui fait en sorte qu'on va s'éloigner un peu des recettes toutes faites, en vertu desquelles, par exemple, un compositeur baroque comme Vivaldi a pu composer 600 concertos. On va s'éloigner un peu de cette production en série pour individualiser davantage chaque œuvre. Ceci dit, la production de Haydn est quand même immense.
Le simple fait d'écrire une centaine de symphonies est presque stupéfiant. Mozart, après lui, va en faire une quarantaine, et après Mozart, à peu près personne va se rendre au-delà de 9 symphonies. Donc, simplement au niveau de la quantité de musique que Haydn a produite, il y a quelque chose de vraiment impressionnant et spectaculaire là-dedans. Comment on l'explique? Ben, entre autres par le fait que Haydn va être un des derniers compositeurs à occuper les fonctions traditionnelles du compositeur dans l'aristocratie européenne du XVIIIe siècle, c'est-à-dire que il est rattaché à une cour, il est rattaché au service d'un comte, d'un baron, etc., et du comte Esterhazy notamment. Et donc il est salarié. Il a un revenu fixe, il est logé nourri à la cour du comte, il y a un orchestre à sa disposition, et il n'a rien d'autre à faire qu'à composer de la musique, à produire de la musique, à produire des concerts, etc. Ce qui va arriver à partir de Mozart, Mozart va être le premier grand compositeur européen à devenir ce qu'on appellerait aujourd'hui un travailleur autonome. Donc il devra voir par ses revenus de publication, par éventuellement des leçons privées, des choses comme ça, voir à sa propre subsistance, ce qui n'était pas le cas des compositeurs avant Mozart. Donc, Haydn bénéficie encore de cette très grande sécurité d'emploi, cette disponibilité de musiciens quand même très compétents, ce qui fait qu'à la limite, Haydn peut écrire un bout de symphonie le matin et l'entendre l'après-midi même. Il distribue les partitions aux musiciens, il écoute ce que ça donne, il fait des modifications, etc. L'inconvénient, bien sûr, c'est que on est toujours un peu à la merci d'un patron qui va nous dire quoi composer, puis dans quel style, puis qu'est-ce qu'il aime, puis qu'est-ce qu'il aime pas, puis etc. Donc, on va toujours être un peu tributaire de l'avis d'un mécène ou d'un protecteur qui va un peu jouer dans nos plates-bandes puis nous dire comment composer. Ce contre quoi Mozart va s'insurger, et c'est la raison pour laquelle Mozart va justement revendiquer cette liberté à la fois financière et créatrice. Et il va le payer très cher. Pauvre Mozart est mort dans la misère. Mais Haydn, donc, pendant toute sa vie, va bénéficier à la fois d'une bonne réputation, il est parmi les musiciens les plus estimés d'Europe, et d'un revenu stable et de conditions de travail qui lui permettent de produire une quantité absolument extraordinaire de musique. Plus d'une centaine de symphonies, plus d'une cinquantaine de sonates de piano, plus de 80 quatuors. C'est immense la production musicale de Haydn. C'est un compositeur qui serait sans doute jamais passé à l'histoire pour tout ce qu'il a composé avant l'âge de 40 ans. Donc, si on pense que Mozart est mort à 36, si Haydn était mort à l'âge de Mozart, il serait complètement évacué dans les oubliettes de l'histoire. Les premières œuvres historiquement significatives produites par Haydn, il les fait pratiquement à la quarantaine, à 38, 39, 40 ans. Et c'est autour de 1770, 1772, au tout début de cette décennie des années 1770, que Haydn va vraiment commencer à s'affirmer comme un compositeur dont il faut tenir compte. Qu'est-ce qu'il y avait avant ça? Ben, c'était les compositeurs préclassiques. Ce qu'il y avait avant 1770, c'était l'école de Mannheim, c'était entre autres les grandes figures de Stamitz et Wagenseil. Je profite de l'occasion pour souligner qu'on a parfois donné à Haydn le titre de père de la symphonie. Techniquement, c'est pas vrai. Des compositeurs de l'école de Mannheim, comme Johann Stamitz, seraient beaucoup plus les pères de la symphonie que ne l'a été Haydn. Mais par contre, Haydn a poussé cette symphonie classique à un niveau de sophistication et de perfectionnement dont on peut dire qu'il est le père des premières véritables chefs-d'œuvre du répertoire symphonique. Pourquoi les compositeurs de Mannheim? Entre autres parce que ce sont eux qui ont décidé de prendre cette structure d'ouverture à l'italienne, vite, lent, vite, et d'intégrer un menuet entre le mouvement lent et le mouvement rapide final, nous donnant ainsi une structure en 4 parties: rapide, lent, menuet, mouvement rapide. Et cette structure en 4 sections est à l'origine d'un nombre incalculable de pièces du style, de pièces instrumentales du style classique. Un nombre incroyable de symphonies vont être en 4 mouvements: allegro, adagio, menuet, éventuellement scherzo, mais des mouvements à 3 temps, et finalement un mouvement rapide pour finir, qui peut être ou bien souvent un rondo, ou bien parfois un allegro de sonate ou un thème et variation ou autre chose. Il y a une espèce
de flou artistique autour de la forme du quatrième mouvement, mais cette forme classique instrumentale en 4 mouvements, en 4 parties, provient directement de la façon dont les compositeurs de Mannheim ont revu l'ouverture à l'italienne. Donc on avait cette ouverture à l'italienne vite lent vite, et ils l'ont modifiée en intégrant ce quatrième mouvement qui arrive entre le mouvement lent et le mouvement rapide final. Donc, les pères de la symphonie, c'est beaucoup plus Stamitz et Wagenseil. Mais Haydn va entendre ces symphonies-là et va dire oui, c'est intéressant, mais voici ce qu'on peut aussi faire avec cette forme-là, et il va la développer énormément. Une chose qui est frappante dans la production musicale de Haydn, c'est de voir qu'il va passer par différentes périodes et différentes préoccupations au niveau de la composition musicale. Il y a certains moments où il va être très influencé par le style sensible, l'Empfindsamkeit, surtout dans les années 1770. Par la suite, il va revenir à quelque chose de plus proche du style galant, mais d'une synthèse des deux. Il y a aussi un autre axe d'expérimentation que l'on peut voir chez Haydn, notamment au niveau du rôle et de l'importance du deuxième thème dans l'allegro de sonate. Parce que, à certains moments, le deuxième thème est très contrastant par rapport au premier, ce qui donne justement des allegros de sonate qui sont très variés dans leur caractère. À d'autres moments, le deuxième thème est tellement dans la continuité logique, thématique et esthétique du premier thème qu'on le remarque à peine. Et donc, ça va donner des œuvres qui sont beaucoup plus homogènes, beaucoup plus unifiées au niveau de l'écriture. Donc, on retrouve les deux chez Haydn. Des fois, des œuvres fortement contrastantes, et d'autres fois des œuvres très très unifiées. Il va vraiment explorer différentes façons de concevoir et de composer la musique. Toute sa vie est un immense laboratoire musical d'où vont sortir toutes sortes de formes, toutes sortes d'œuvres qui vont nourrir l'inspiration et l'imagination de tous ses contemporains. L'idée du quatuor à cordes provient de Haydn. L'origine de ça serait vraisemblablement la sonate baroque en trio. La sonate baroque en trio est une sonate dans laquelle on a 2 lignes mélodiques significatives plus une basse continue. Donc ça s'écrit clé de sol, clé de sol, clé de fa, et ça s'appelle en trio, mais c'est pas nécessairement joué par 3 musiciens. Par exemple, une flûte pourrait jouer une des parties de clé de sol, la main droite d'un pianiste ou d'un claveciniste ou d'un joueur de clavicorde jouerait la deuxième ligne mélodique, et la main gauche de notre claviériste jouerait la basse continue. Donc on pourrait jouer une sonate en trio à 2 musiciens, ou on pourrait jouer une sonate en trio à 4 musiciens, par exemple violon 1, violon 2, viol de gambe, et on pourrait avoir un luth ou un clavecin qui réaliserait la basse continue. Donc sonate en trio à l'époque baroque ne veut pas nécessairement dire que c'est pour 3 musiciens. On peut la faire à 2, 3 ou 4 musiciens, mais ça veut dire 2 lignes mélodiques importantes, 2 lignes mélodiques principales, plus une ligne de basse, un accompagnement qui est généralement sous forme de basse continue. Donc ça, c'était le standard de la musique de chambre baroque. Disons violon 1, violon 2, viol de gambe et clavecin. Ce que Haydn va réaliser, c'est qu'il y a d'abord une certaine forme de disparité au niveau des timbres. Et il va chercher davantage d'homogénéité au niveau des timbres. Par ailleurs, l'idée d'écrire pour violon 1, violon 2, alto et violoncelle provient aussi du développement de l'écriture orchestrale. À mesure que l'école de Mannheim met en place le modèle de l'orchestre symphonique, c'est sûr que la section des cordes, c'est le squelette, c'est l'épine dorsale de l'orchestre, et donc les compositeurs qui écrivent pour orchestre sont habitués à écrire pour violon 1, violon 2, alto et violoncelle. Donc, on peut voir un petit peu le quatuor à cordes comme une espèce de réduction à son essence la plus pure de l'écriture pour cordes orchestrale. Et par ailleurs, dans le style baroque, on avait 2 voix continuo plus un clavecin ou un luth pour réaliser les accords, mais avec la nouvelle valorisation d'une écriture plus dépouillée et moins dense et moins contrapuntique, on se rend compte que la présence d'un instrument harmonique pour réaliser la basse chiffrée est pas si importante, parce qu'avec ce langage harmonique plus dépouillé, plus pur, plus clair, plus évident que va prôner Haydn,
Deux violons, un alto et un violoncelle sont largement suffisants pour réaliser l'harmonie et nous faire entendre les progressions et les fonctions tonales. Donc, ce que Haydn va faire, en gros, c'est qu'il va prendre les trois instruments de la sonate en trio, violon 1, violon 2, violoncelle, ou viol de gambe, ou peu importe, et au lieu d'avoir un instrument à clavier, il va venir ajouter une voix d'alto ici pour faire un peu la connexion entre le violoncelle et le violon 2 et nous donner ainsi une écriture à quatre voix qui est parfaitement homogène au niveau timbral et qui donne un grand registre allant du Do, deuxième ligne supplémentaire sous la clé de Fa, jusqu'au suraigu du violon. Donc un immense registre instrumental dans lequel il peut développer ses idées. Longue histoire courte, non, Haydn n'est pas le père de la symphonie. Oui, Haydn est le père du quatuor à cordes. Et d'ailleurs, quand Mozart va entendre les quatuors à cordes de Haydn, il va être très impressionné et il va lui-même se mettre à écrire des quatuors à cordes. Et quand Beethoven va entendre les quatuors à cordes de Haydn, il va être très impressionné, il va écrire les quatuors opus 18, lesquels quatuors sont dédiés à Joseph Haydn. Donc, Beethoven va avoir par la suite un petit peu tendance à comment dire, à minimiser la part et l'influence que Haydn a eue sur lui. Faut dire que Beethoven brille par beaucoup de choses, mais pas nécessairement sa modestie. Et il a tendance justement peut-être à sous-estimer l'apport musical que ses contemporains ont eu sur lui, notamment Haydn. Mais quand on étudie, quand on analyse les œuvres instrumentales de Haydn et celles de Beethoven par la suite, il est difficile de ne pas arriver à la conclusion que je vous disais tout à l'heure, à savoir que si Beethoven a pu voir si loin, c'est en quelque part métaphoriquement qu'il était juché sur les épaules de Haydn. Mais c'est un point que je vais essayer de démontrer un petit peu plus tard. Donc voilà, retenez cette idée que Haydn s'inspire des deux principaux courants préclassiques, style sensible, style galant, et qui va en faire la synthèse. C'est peut-être l'idée la plus importante, la plus fondamentale du cours d'aujourd'hui. Votre première audition de Haydn, c'est l'audition numéro 7. C'est une sonate en do mineur et elle est très représentative de cette période dans laquelle Haydn est très influencé par l'Empfindsamkeit, le style sensible, notamment par les sonates pour clavier de Carl Philipp Emanuel Bach. Si vous écoutez beaucoup de Carl Philipp et vous écoutez les œuvres de Haydn des années 1770, vous allez sans difficulté voir une inspiration très claire. Donc, simplement le choix de la tonalité. Sonate en do mineur, ça traduit davantage une influence sensible plutôt que galante. La musique de style galant prône les sons agréables à l'oreille, les œuvres radieuses, ensoleillées, etc. Donc, généralement, le style galant met de côté le mineur comme tonalité principale. On va faire une petite modulation ici et là par souci de contraste, mais les œuvres de style galant sont beaucoup plus en majeur qu'en mineur. Les œuvres de style sensible ne sont pas toutes en mineur, bien sûr, mais sont beaucoup plus enclines à utiliser donc le mode mineur comme tonalité principale. On a des contrastes assez marqués entre le premier thème en do mineur et le deuxième thème au ton relatif de mi bémol majeur. On a deux autres auditions de Haydn qui sont extrêmement importantes pour des raisons différentes et similaires. On a la symphonie numéro 88. Curieusement, sa date de composition est aussi 88, donc c'est la 88e symphonie faite en 1788, dans laquelle on a tout d'abord une introduction très lente. Une introduction un peu dans le style de l'ouverture à la française. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'ouverture à la française, mais ce qui la caractérisait, c'était que contrairement à l'ouverture à l'italienne, l'ouverture française commence avec un tempo lent, stable, solennel, souvent marqué par des rythmes pointés. Un caractère d'hymne national. Okay? Donc ça, c'est très typique d'une ouverture à la française. Un côté majestueux, un côté solennel, illustrant la grandeur et la magnificence de la cour du roi Soleil Louis XIV. Donc, la 88e symphonie
commence par une introduction dans le style ouverture à la française. Style d'ailleurs qui va revenir souvent si vous réécoutez l'introduction de la sonate pathétique de Beethoven avec les gros accords de do mineur, les accords de septième diminué, les rythmes pointés très dramatiques. Il y a une inspiration très forte du style de premier mouvement d'ouverture à la française. Il y a comme deux choses combinées là-dedans. La tonalité mineure dramatique du style sensible et les rythmes pointés et dramatiques et solennels de l'ouverture à la française. On retrouvait déjà ça dans la deuxième partita de Jean-Sébastien Bach. D'ailleurs, c'est intéressant si vous voulez vous amuser à comparer des choses apparemment très éloignées, mais pas si éloignées que ça. Comparer le début de la deuxième partita de Jean-Sébastien Bach avec le début de la sonate opus 13 de Beethoven, la grande sonate pathétique. Les deux sont en do mineur. Les deux présentent des gros accords, des rythmes pointés très dramatiques, mais évidemment développés de façon très différente. Après ça, Beethoven s'en va dans un allegro de sonate classique et Bach s'en va dans une immense invention à deux voix pour mélodie et basse continue. Mais l'introduction reflète des idées très, très étonnamment similaires. Voilà, pour revenir à Haydn, puis la 88e, c'est pas en do mineur, mais on a quand même ces rythmes pointés, ce caractère majestueux, solennel, et à la fin de l'introduction, on a le premier thème qui fait son entrée, et ce thème-là est bâti sur un motif très clair, très net, très évident. Pa-pa-pa-i, pa-pa-pam. Séquence, transposition, pa-pa-pa-i, pa-pa-pam. Et la conclusion, pa-pa-pa-i, pa-pa-pim, pam-pam-pam, tagadam, tagadam. Vous avez toute l'essence du style classique là-dedans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un petit motif, 7 notes. Okay? Basé sur beaucoup de notes répétées. Ta, 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 i, pa, pa, pam. Il y a au fond 3 notes différentes. La première est répétée, ensuite on a une note toute seule en haut, puis ensuite on vient répéter la note inférieure. Et tout le mouvement est basé sur cette idée rythmique extrêmement simple. Deux notes détachées, deux notes liées. Pa-pa-pia, pa-pa-pam. Pa-pa-pia, pa-pa-pam, etc. Et on a là-dedans la quintessence du style classique parce que la clé du style classique, c'est d'arriver à offrir l'unité dans la diversité. C'est des objectifs qui avaient toujours été opposés ou inconciliables parce que la force principale qui créait l'unité dans la musique, c'était la répétition. Et la force principale qui créait la diversité, c'était l'introduction d'une idée différente, l'arrivée d'un changement. Et on ne peut pas à la fois répéter et changer, sauf si on fait comme Haydn et qu'on a ce motif qui est à la fois toujours différent, mais aussi toujours identifiable, toujours reconnaissable. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est d'aller encore plus loin que ça et d'utiliser un motif thématique dans l'accompagnement des autres thèmes. Ce qui fait qu'on peut avoir d'autres thèmes qui vont être très différents du premier au niveau de leur construction, de leur tonalité, de leur caractère. On disait au 19e siècle que dans l'allegro de sonate classique, il y avait un thème masculin puis un thème féminin. C'est une terminologie qui a un peu vieilli aujourd'hui et qu'on peut facilement trouver sexiste. On pourrait peut-être dire qu'il y a un thème qui est plus rythmique puis un thème qui est plus lyrique, un thème qui est plus détaché, un thème qui est plus lié. Mais on a souvent donc cette idée-là de thèmes contrastants au niveau de leur caractère. Alors, la problématique qui se pose aux compositeurs, c'est comment est-ce qu'on peut affirmer ces contrastes-là comme on le faisait dans le style sensible, mais contrairement au style sensible, faire en sorte que le résultat ne semble pas incohérent, qu'on n'ait pas l'impression que c'est deux pièces musicales différentes qui ont été raboutées ensemble. Comment préserver l'unité dans la diversité? La solution géniale à laquelle Haydn va arriver, c'est d'utiliser le motif générateur du thème 1 dans l'accompagnement du thème 2. Ce qui fait que votre papa-pia, papa-pam, vous allez l'entendre partout dans le mouvement. Des fois dans le thème, des fois dans l'accompagnement, des fois comme coda de thème, comme thème de fermeture, il est partout. Okay? Ce procédé-là
est encore plus évident dans l'autre extrait de Haydn que vous avez, votre audition numéro 16, qui est le quatuor à cordes auquel on a donné le nom des quintes. Parce que ça commence avec des quintes. Et donc ces quintes-là ont donné leur nom au quatuor. Il s'agit ici d'un motif non pas rythmique, mais d'un motif intervallique, basé évidemment sur les quintes. Vous avez la partition de ça dans vos annexes à la fin du cahier. Et ce qui est fascinant du quatuor des quintes, c'est que quand on entend le deuxième thème, l'accompagnement de c'est et là vous avez les quintes thématiques du début qui sont rendues dans l'accompagnement du deuxième thème. Autrement dit, le motif générateur est utilisé selon une perspective, selon une espèce de tridimensionnalité. Au début, il est en avant-plan. Par la suite, on a un thème 2 qui est en avant-plan, mais on a toujours notre motif générateur qui est dans l'accompagnement. Ce qui fait que même si on est occupé à écouter le deuxième thème, de façon presque subliminale, on fait le lien entre cette section musicale-là et le début. Parce que, évidemment, la musique étant un art qui se déroule dans le temps, la fonction principale à laquelle elle fait appel pour établir un genre d'unité ou de cohérence, c'est la mémoire. Donc, on écoute une pièce musicale et on est toujours en train d'essayer de faire des liens avec ce qu'on vient d'entendre. Et quand on réussit à faire des liens avec ce qu'on vient d'entendre, la pièce musicale nous semble logique ou cohérente. Et on établit des projections quant à ce qui risque d'arriver. On a un gros 5-7, on imagine que c'est un qui s'en vient. Des fois, le compositeur peut déjouer ces attentes-là. C'est le concept, par exemple, d'une cadence rompue. Mais toute la musique tonale procède d'une espèce de dialectique de l'attente et de la réponse, et de la prédiction réussie versus la surprise. Et il faut constamment jouer de sorte à avoir un niveau satisfaisant de logique, mais aussi de surprise, pour que la pièce semble à la fois cohérente, mais aussi intéressante. Donc Haydn développe cette stratégie-là. Il va baser ses thèmes sur un motif très simple, et il faut que le motif soit très simple pour être aussi facilement reconnaissable et identifiable, et qu'il soit reconnaissable même quand on va le cacher dans le fond de l'accompagnement d'un autre thème. La raison pour laquelle je dis que Beethoven a appris beaucoup de choses de Haydn, c'est que bien sûr, Beethoven va faire la même chose dans votre audition numéro 18, dans le premier mouvement de sa très célèbre symphonie en do mineur. On est encore en do mineur. Tonalité très sombre, très ténébreuse, très dramatique. Et évidemment, ce qui crée l'unité du mouvement chez Beethoven, c'est que on a le motif initial, le très célèbre motif à quatre notes, et quand on arrive au deuxième thème, au relatif majeur, l'accompagnement, etc. Donc, l'accompagnement du thème 2 est fait avec le motif du thème 1. Et quand on arrive à la fin du thème de fermeture, on a à la fin de l'exposition la réitération de ce fameux et célébrissime motif de quatre notes. Donc, voyez, votre motif, il est générateur du thème 1, il est dans l'accompagnement du thème 2, et il arrive à la fin du thème de fermeture. Il est littéralement l'alpha et l'oméga de l'exposition de la symphonie. Alors, cette idée-là, de tout baser sur un motif très simple, très clair, très facilement identifiable, c'est Haydn qui a eu cette idée-là. Ça fait le tour, grosso modo, de vos 3 auditions de Haydn. J'ai volontairement choisi une sonate, une œuvre de musique de chambre et un mouvement de symphonie, parce que ce sont les champs d'action, les genres dans lesquels Haydn a été le plus influent.
Il a écrit de la musique vocale. D'ailleurs, il a écrit un lied de façon intéressante qui est devenu aujourd'hui l'hymne national allemand. Mais les opéras de Haydn ne sont plus joués aujourd'hui pour différentes raisons. Ils sont moins originaux que sa musique instrumentale. Ils sont plus dans les stéréotypes de l'époque, lesquels stéréotypes vont être complètement chamboulés d'abord par Gluck et finalement par Mozart. Et donc, tout ça a un peu mal vieilli, si on veut. D'ailleurs, même à l'époque de Haydn, on raconte que Haydn, après avoir entendu les opéras de Mozart, a décidé d'arrêter d'écrire de l'opéra. J'en profite pour vous dire que justement, il y a cette espèce de comparaison perpétuelle entre Haydn et Mozart. Ils peuvent à la limite, à l'occasion, être difficiles à distinguer. Si on entend un mouvement de quatuor à cordes, puis qu'on ne connaît pas le mouvement, qu'on n'est pas familier avec l'œuvre, il peut être difficile de le rattacher à Haydn ou à Mozart, tellement, ben justement, Haydn a une grande influence sur Mozart, surtout au niveau de la musique de chambre. Donc, il peut être parfois difficile de distinguer leur style, mais j'ai mis dans vos notes un espèce de petit tableau qui permet de faire une comparaison entre Haydn et Mozart pour voir justement qu'est-ce qui est spécifique à chacun des deux compositeurs. Donc vous avez ça en page 17 de votre cahier de notes de cours. Vous irez jeter un coup d'œil, c'est intéressant et ça permet justement de distinguer leur esthétique, leur style, leur héritage, leur éducation respective. Je vais juste prendre une petite minute pour vous illustrer l'immense talent de Haydn pour créer des solutions nouvelles et originales à des vieux problèmes. On a ici dans la sonate numéro 46 en la bémol majeur un thème de 8 mesures. Jusqu'à présent, rien de bien original. Le thème en 8 mesures est la formation classique par excellence. Très souvent, on a 2 plus 2 plus 4, 2 petits, 1 grand. Le deuxième groupe reprend un peu ce que faisait le premier, mais transposé. Et ensuite, on reprend, mais avec un développement puis une cadence à la fin. Donc, motif, motif modifié, nouvelle modification plus cadence à la fin, ce qui nous donne 2 mesures, plus 4 mesures, 2 petits, 1 grand. C'est la formation classique du thème classique. Je vais donc vous jouer les 8 premières mesures de la sonate en la bémol majeur, numéro 46. Non pas parce que je pense que mon interprétation est particulièrement intéressante, surtout sur ce pauvre clavier électronique dont je dispose, mais en fait pour éviter sur YouTube d'éventuels problèmes de droit d'exécution des œuvres, de droit de synchronisation, de propriété intellectuelle des enregistrements. Donc vous devrez vous contenter de ma modeste interprétation, mais écoutez le thème, essayez de figurer comment c'est fait, puis je vous donne la solution juste après. Avez-vous compris? On a ici un thème de 8 mesures qui est subdivisé en 3, plus 2,5, plus 2,5. 3 mesures. Trois mesures. On y va avec les triolettes doubles. Une cadence. Ça fait 2 mesures et demie. Puis un autre 2 mesures et demie. Donc c'est comme un A, B, B', dont le A fait 3 mesures, puis chacun des B fait 2 mesures et demie. Et ça nous donne un thème de 8 mesures qui va commencer à développer dès la mesure 9. Et voilà, donc illustration vraiment intéressante de la volonté de Haydn d'essayer toutes sortes de choses, d'explorer toutes sortes de choses et de continuellement essayer de mettre au point des nouvelles façons d'aborder des procédés classiques. C'est très classique un thème de 8 mesures, mais je ne pense pas qu'il y ait eu avant la sonate en la bémol majeur
un thème de 8 mesures qui a été construit en 3 plus 2,5 plus 2,5. Et si quelqu'un l'a fait, ça n'a jamais eu l'évidence, la grâce et la clarté que ça semble avoir chez Haydn. Donc ça rejoint un thème auquel je fais souvent référence, cette espèce de fausse simplicité qu'on retrouve dans le style classique. On écoute le thème, si on s'y arrête pas, si on l'analyse pas, si on compte pas les mesures, il semble d'une grande logique, d'une grande évidence, et on se rend compte finalement qu'il fait preuve de caractéristiques formelles et structurelles très particulières et très originales, mais qui semblent aller de soi. C'est une des choses les plus frappantes du génie de Haydn, c'est cette capacité, et je dirais du style classique viennois en général, on a souvent ça chez Mozart aussi, il nous présente des œuvres qui ont l'air d'une immense évidence et qui pourtant font preuve d'une très grande originalité dans leur construction. Donc voilà, je voulais simplement vous illustrer ce point-là. De retour à notre programmation principale. Je pense que ça fait le tour des principales caractéristiques de la musique de Haydn. Le plus important, bien sûr, c'est d'en écouter. Et c'est de voir à quel point il représente et il incarne cette transition très forte qu'on a présentée entre le style baroque et le style classique. Au fond, tous les éléments sont là. Récapitulons quand même, parce qu'on ne fait jamais trop de revisions, mais la forme binaire avec reprise du baroque est progressivement remplacée par des formes essentiellement ternaires, que ce soit allegro de sonate pour le premier mouvement, que ce soit la forme lied pour les mouvements lents, que ce soit même le rondo à la fin d'une sonate ou d'une symphonie. Au fond, qu'est-ce que c'est qu'un rondo? C'est comme une forme ternaire au cube, parce que c'est comme un ABA, dont le A lui-même est un ABA. Donc ça donne ABA, C, ABA. Alors, vous voyez comment le rondo est au fond une espèce de mise en abîme de la forme ternaire. C'est une forme ternaire dans une forme ternaire. Et voilà, donc les concertos, les symphonies, les sonates, les œuvres instrumentales, les œuvres de musique de chambre du style classique viennois vont beaucoup plus procéder par mouvement ternaire, par forme ternaire dans les mouvements, que la forme binaire avec reprise du baroque. Où est-ce que la forme binaire avec reprise est préservée? Ben, c'est peut-être dans la forme la plus archaïque qui va subsister dans le style classique, c'est la présence des menuets dans les sonates puis dans les symphonies. Donc, troisième mouvement, menuet 1, menuet 2, menuet 1 da capo. Ces formes da capo sont toujours faites avec des formes binaires avec reprise. Donc, c'est l'espèce de survivance d'une forme baroque à l'intérieur du style classique viennois. C'est cette paire de menuets, ou menuet et trio, ou scherzo et trio, ça va connaître différentes incarnations, mais c'est toujours le même principe. On a une première forme binaire avec reprise, on a une deuxième forme binaire avec reprise, contrastante un petit peu, et on rejoue la première sans les reprises à la fin. Good. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les nuances en terrasse qui sont remplacées par des nuances graduées. Alors évidemment, on retrouve beaucoup de crescendo, de diminuendo dans la musique de Haydn. Ils sont très importants. Le phrasé et les nuances font de plus en plus partie de l'idée musicale elle-même. Contrairement à la musique baroque, qui était souvent conçue au clavecin ou à l'orgue, puis dans laquelle il n'y avait pas vraiment de subtilité, de nuances qui étaient possibles, ou alors beaucoup moins. Mais à l'époque classique, avec évidemment le clavicorde, mais l'arrivée du piano forte, avec les orchestres qui deviennent capables de faire ces nuances graduées. Depuis l'arrivée de l'orchestre de Mannheim, Mannheim va imposer une discipline orchestrale nouvelle, qui était absolument absente en Europe auparavant, et en vertu de laquelle on va être capable, sur 16 mesures, de passer par 8 échelons de nuances différents, commencer pianissimo, piano, mezzo, forte, double forte, etc. Les orchestres, avant le milieu du 18e, n'étaient pas capables de faire ça, simplement parce que les premières chaises étaient des musiciens professionnels, puis à peu près tout le reste du monde n'était pas des musiciens professionnels, c'était des amateurs, c'était des gens recrutés à gauche puis à droite, qui jouaient comme ils pouvaient. Mais à partir de Mannheim, Mannheim va redéfinir les standards de qualité orchestrale et les critères de discipline orchestrale et redéfinir ce qu'un compositeur est en droit de s'attendre d'un orchestre en termes de discipline, de jeu d'ensemble, d'exécution des nuances, du phrasé, etc., etc. Donc, nuances en palier, nuances en terrasse du baroque, remplacées par nuances graduées
du style classique, une recherche générale des contrastes. Autant la musique baroque cherchait beaucoup l'unité, autant le style classique est basé sur l'idée de contraste. Un thème à la tonique, un thème à la dominante, quatre mesures forte, quatre mesures piano, un thème aux cordes, un thème au vent. Okay? Donc tout ça relève justement d'une volonté de contraste. Un mouvement rapide, un mouvement lent, un mouvement ternaire à trois temps et un mouvement rapide. Chaque mouvement vient contraster avec les autres et chaque mouvement, dans son intériorité, est basé sur la notion de contraste. Dans le mouvement lent, dans la forme lead, A, B, A, le B est la section contrastante au niveau du mouvement lui-même. Donc, toute l'esthétique classique viennoise repose beaucoup plus sur cette idée de recherche de contraste, alors que la musique de Jean-Sébastien Bach, par exemple, était beaucoup plus basée sur la recherche d'unité. Si vous analysez une fugue de Bach, vous avez le sujet, le contre-sujet, qui est une espèce de guirlande de double croche d'accompagnement, et toute la pièce est basée sur les deux premières mesures. C'est comme une graine qui va germer pour donner un arbre au complet, mais tout l'arbre peut en quelque part se réduire à son idée initiale. Alors que dans le style classique viennois, on a quelque chose, puis on s'en va ailleurs. Et tout le style est basé sur ce questionnement, à savoir comment on peut aller ailleurs sans donner à l'auditeur l'impression qu'on est en train de rabouter une deuxième composition à la première. Comment maintenir l'unité dans la diversité à travers ce voyage qu'on s'apprête à faire, notamment avec la forme allegro de sonate. La forme allegro de sonate nous présente un thème dans une tonalité et on a un thème de transition. On s'en va dans une autre tonalité avec un autre thème de caractère différent et contrastant. On module à la dominante. On a un épisode central qui est tonalement très instable. On se sent très loin de notre point de départ et vient souvent après une longue pédale de dominante la réexposition, le retour du thème principal dans le ton principal qui crée cette espèce de résolution, d'impression de retour au port d'attache, de retour à la maison, de forme qui se referme, d'aboutissement logique et conclusif à notre voyage. La forme allegro de sonate est une invention absolument extraordinaire dans l'histoire de la musique parce que elle prend un concept qui était vieux comme la polyphonie elle-même, le concept de tension-détente, et elle va le projeter sur l'ensemble du mouvement. C'est ça qui est absolument génial d'un allegro de sonate. Vous aviez depuis longtemps tension-détente, un accord avec une dissonance suivi d'un accord consonant. Tension, détente. On faisait ça dans une mesure ou dans deux mesures. Mais ce que vient faire la forme allegro de sonate classique, c'est prendre ce concept de tension-détente puis le projeter sur l'ensemble d'un mouvement. On a au départ, dans un allegro de sonate, une tension parce qu'on a un thème à la tonique puis un autre thème à la dominante. Et on sait que l'œuvre ne peut pas finir comme ça parce que notre cadence à la fin de l'exposition se fait à la dominante ou au relatif majeur si on était dans une tonalité mineure. Donc, on est dans une suspension, on est dans quelque chose de non terminé. Et à travers une période de turbulence additionnelle, qu'on va appeler le développement, on finit par réentendre notre thème principal dans le ton principal et aussi notre deuxième thème dans le ton principal. Quelle impression ça donne? Ça donne l'impression qu'au début, on avait deux thèmes qui ne s'entendaient pas, et à la fin, ils se sont réconciliés, parce qu'on les réentend dans la même tonalité. Donc, le concept de tension-détente est projeté sur l'ensemble du mouvement. Et la tension formelle que l'on ressentait dans les 60 premières mesures, alors qu'on avait deux thèmes dans deux tonalités différentes, cette tension formelle peut être résolue 100, 200, 300 mesures plus loin, alors que les deux thèmes vont être réexposés dans la même tonalité. Alors voilà, une forme allegro de sonate, qu'est-ce que c'est? C'est la projection du concept de tension-détente sur l'ensemble du mouvement en jouant sur des tonalités. Et je voudrais beaucoup insister sur cet aspect-là parce qu'on pense souvent à une forme sonate en termes de thème. On a le thème 1, on a le thème 2, on a le thème de fermeture, on a le thème de transition, peu importe. On pense à des thèmes, mais l'aspect qu'on a tendance à négliger, c'est que la musique du style classique viennois, s'inspirant justement du style sensible et de l'école de Vienne, est beaucoup un jeu sur des tonalités.
Il y a certaines œuvres de Haydn où il n'y a même pas de deuxième thème. Dans l'Allegro de sonate, il va simplement réinterpréter le premier thème au ton de la dominante. Et ça marche quand même comme deuxième thème. Parce que ce qui crée l'exposition, c'est cette modulation de 1 vers 5 qui demande à ce qu'on retourne éventuellement résoudre sur le ton principal. Donc, à la limite, le deuxième thème n'est pas indispensable pour préserver la logique d'une forme allegro de sonate. Ce dont on a besoin, c'est cette modulation de 1 vers 5 ou de 1 vers 3 si on est en mineur. Et cette tension-là va être résolue dans la réexposition. Donc, c'est quoi la différence entre une exposition et une réexposition? C'est très simple. Une exposition, ça module. Une réexposition, ça reste dans le ton principal. Puis c'est à ça que ça sert. Une exposition, ça sert à créer ce déséquilibre, ça sert à créer cette tension formelle, ça sert à nous éloigner du ton principal de notre part d'attache. Et le développement, qui est l'espèce de période d'incertitude où on se demande comment est-ce qu'on va faire pour revenir à la maison, mène inévitablement donc à cette réexposition au cours de laquelle on reste dans le ton principal. Donc, Haydn a beaucoup contribué à mettre en place ces outils, ces concepts-là qui sont inhérents à l'expression musicale du style classique viennois. Et c'est beaucoup ce qui marque la pensée de Haydn par rapport à celle de Mozart, par exemple. Ce qui fascinait Mozart, le genre qu'il préférait, c'était l'opéra. Mozart est à son meilleur. Bon, il est toujours meilleur, il est toujours parfait. Mozart, il est sublime dans tout ce qu'il fait. Mais peut-être ce pourquoi il a le plus d'affinité, c'est cette capacité à prendre des histoires, puis des personnages, puis des dialogues, puis des situations et les transposer avec une musique qui va changer l'interprétation et la signification même des personnages puis de l'histoire, tellement la musique colle à la psychologie puis aux motivations des personnages. Donc, Mozart est fasciné par le lien entre les mots et la musique, entre l'histoire et la musique, alors que Haydn reste essentiellement d'abord et avant tout un compositeur de musique instrumentale. Il a écrit de la musique vocale, mais c'est pas là que se situe sa plus importante contribution dans l'histoire de la musique. Curieusement, ou dans le même ordre d'idées, on pourrait dire que Haydn est beaucoup un compositeur motivique, alors que Mozart est un compositeur de longues lignes mélodiques, est un compositeur plus lyrique. Et chacun de ces deux compositeurs-là va avoir une descendance. Le compositeur motivique, rythmique par excellence après Haydn, chronologiquement, ça va être Beethoven, qui aussi va triompher dans la musique instrumentale. Beethoven va écrire un opéra, puis il l'a recommencé 12 fois, puis il n'était jamais content, puis ainsi de suite. On sent Beethoven moins à l'aise quand il essaie de prendre une histoire avec des personnages, puis de mettre ça en musique, contrairement à Mozart. Donc, Beethoven comme Haydn sont des compositeurs motiviques, rythmiques, qui brillent, qui sont à leur meilleur dans la musique instrumentale et qui sont capables de prendre un thème apparemment insignifiant, du genre pop 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 pop, un motif d'une simplicité folle. Da 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 da, on ne peut pas imaginer un motif plus niaiseux que ça. Et construire des cathédrales avec ça, parce qu'ils ont une imagination sonore sans fin, qui leur permet non seulement de varier infiniment le motif en question, mais de le transposer, de le recycler, de le réutiliser dans un contexte complètement différent. Notre motif dramatique en mineur, on va en faire un motif d'accompagnement dans un thème en majeur. La pièce a complètement changé de caractère, mais on reconnaît les petites caractéristiques rythmiques qui nous permettent de créer un lien entre le thème initial et l'accompagnement du deuxième thème et le thème de fermeture qui s'en vient. Donc, voyez comment cette dialectique-là passe par une musique instrumentale. Haydn et Beethoven sont dans leur essence même des compositeurs de musique instrumentale, alors que Mozart, qui est tellement à l'aise avec la grande ligne chantante, la première caractéristique de Mozart, c'est qu'il arrive à faire chanter les instruments mieux que n'importe quel autre compositeur de son époque, mais on pourrait dire en quelque part qu'à ce niveau-là, l'héritier de Mozart, ça va être Schubert.
Schubert qui aussi va triompher dans la musique vocale, il va avoir de la misère à faire produire ses opéras, donc il va écrire des lieder, mais il va écrire des centaines de lieder. Et la quintessence du génie de Schubert se trouve dans ses lieder et dans sa façon de marier la poésie puis la musique. Ben, Schubert est beaucoup plus un compositeur de la longue ligne mélodique qu'un compositeur du petit thème motivique fragmenté. Okay? Haydn puis Beethoven, c'est des compositeurs de petits thèmes motiviques fragmentés, et Mozart et Schubert, c'est beaucoup plus des compositeurs de grandes lignes mélodiques. Donc, Haydn et Beethoven, c'est des compositeurs à développement. Ils vont proposer quelque chose d'une très grande simplicité et ils vont le développer, le développer, le développer et faire proliférer le motif initial. Alors qu'un compositeur de grandes lignes mélodiques à la Mozart ou à la Schubert va moins développer ses idées, ou bien il va les répéter, ou bien il va introduire une idée contrastante. Mais on a moins chez Mozart et Schubert ce souci de prendre une seule idée et de la varier à l'infini. On est plus dans la répétition et le contraste que dans justement la fragmentation et la transposition et la variation indéfinie d'une idée très simple. Voilà. Donc, c'est des thèmes sur lesquels on va revenir constamment parce que dans le cours sur Mozart, je vais revenir sur ces idées-là. Dans le cours sur Beethoven, je vais reparler de développement motivique et ainsi de suite. Mais je pense que de fois en fois, en répétant ces idées-là, mais en les voyant appliquées dans différents compositeurs, dans différentes œuvres, ben, vous allez arriver non seulement à avoir une bonne idée de l'évolution du langage et des formes et de l'esthétique musicale, mais aussi des particularités et des spécificités de chaque compositeur à l'intérieur de cette grande histoire. Donc, je pense que je vais vous laisser là-dessus. On récapitule, OK? Haydn, influence sensible et galante. Sensible vient beaucoup de Carl Philipp Emanuel Bach, notamment évidente dans sa sonate en do mineur, votre audition numéro 7. Il va concilier tout ça, il va triompher dans la musique instrumentale, il va inventer le quatuor à cordes et il va inventer cette nouvelle conception dans laquelle le motif générateur du thème 1 sert d'accompagnement au thème 2, ce qui est particulièrement évident dans son quatuor les quintes et dans plusieurs œuvres de Beethoven. Donc, avec Haydn, on a un exemple assez rare de compositeur qui, à deux moments différents dans sa vie, va peut-être être le plus important compositeur d'Europe. Parce qu'avant l'arrivée de Mozart, avant que Mozart soit Mozart, donc au début des années 1770, Haydn est sans doute le plus important compositeur d'Europe. Historiquement, le rôle de Mozart va être incontournable, mais quand Mozart va mourir au début des années 1790 et que Beethoven n'est pas encore vraiment établi comme le titan musical qu'il va être, ben, dans ce milieu des années 1790, Haydn est encore sans doute le plus important compositeur d'Europe et il va le rester, bon, ex aequo peut-être avec Beethoven, mais il va rester un compositeur de très grand talent et de très grand renom pendant des décennies. Vous regardez ces dates 1732-1809, il y a eu une très très longue carrière, ce qui lui a permis d'explorer beaucoup de choses, de développer beaucoup de choses et de créer des idées qui vont nourrir des générations de musiciens après lui. Donc allez écouter ça, et puis la prochaine fois on se parle de Mozart. Au revoir.